De retour sur ce plateau en l'absence de notre invité initial, Jean-David Kilolo, le responsable de la rédaction, le rédacteur en chef, nous a rejoint sur ce plateau pour décrypter quelques titres que vous avez vus de l'actualité qui seront abordés dans le journal de 19h d'Arlette Boutella. Bonsoir et bienvenue, Jean-David. Bonsoir à toi, Christophe. C'est un avant-goût, parce qu'on sera encore demain face à face au plateau, mais c'est déjà un très grand plaisir de vous retrouver, même si l'actualité de son côté est beaucoup moins joyeuse. Le président de la République a signé un communiqué tout à l'heure déplorant les morts qui ont été constatées lors du meeting forcé, a-t-il dit, de Corneille Nangaa à Bukavu, place du 24 novembre, je crois. Une bombe ou deux ou trois, les enquêtes sont en cours, ont explosé et des gens ont perdu la vie, d'autres ont été blessés très gravement. Jean-David Kilolo, une situation qui inquiète au plus haut point. Effectivement, c'est inquiétant. Déjà, le dernier bilan relève à plus de 11 morts, 65 blessés, dont 6 personnes sont dans un état très critique. Donc, ne soyez pas surpris que dans les heures qui suivent, que les bilans de blessés puissent s'alourdir. C'est un élément à pouvoir beaucoup plus dénoncer. Parce que depuis un certain temps, depuis que cette histoire a commencé, on ne fait que déplorer des morts, alors des morts. Et il faut que ça cesse, Christopher Ochokoum, il faut que ça cesse. Mais Jean-David Kilolo, on cite pour le cas d'aujourd'hui, par exemple, les responsabilités, ça va un peu en désordre. Est-ce que c'est ceux qui ont organisé le meeting qui ont fait le coup? Est-ce que c'est ceux qui sont contre le meeting qui ont fait le coup? Parce qu'en même temps, on a vu sur les réseaux sociaux des annonces comme ça, comme quoi n'allez pas au meeting, on va vous tuer, ou bien venez au meeting, sinon on va vous chicoter. C'est aller un peu dans tous les sens. Et au moment d'attribuer les responsabilités, on est un peu perdu. En fait, vous savez, pendant ce temps, toutes les hypothèses sont plausibles. Premièrement, c'est que Corneille Nangaa, c'est qu'aujourd'hui, il y a la CPI qui est ici. Alors, il voudrait aussi s'attirer cette sympathie de la CPI. Alors, c'est fort possible. Qu'il puisse monter un coup, qu'il puisse monter mettre ça dans le dos de Kinshasa. Dans le dos de Kinshasa et attirer l'attention de la communauté internationale ou sur sa commisération qu'on est en train de tuer, que c'est Kinshasa. Donc, ce sont des hypothèses qui sont plausibles. Et en plus, s'il faut parler du côté de Kinshasa, actuellement, ceux qui dirigent là, ce sont ces Rwandais qui sont là, et ainsi que leurs supplétifs. C'est eux qui tiennent vraiment la sécurité. Alors, vouloir chercher les responsables ailleurs, ça ne sera pas du tout facile pour eux. Ça ne sera pas du tout facile parce que déjà, les choses sont déjà claires, les choses sont déjà visibles, mais avec le temps, l'on en saura un peu plus. Vous savez, avec la plus haute technologie, les choses vont certainement s'éclairer. Déjà, il y a des vidéos qui circulent sur la toile où vous voyez certains militaires rwandais en train de tirer. Alors, il y a des gens qui étaient en train de filmer. Alors, les vidéos nous en diront un peu plus pour savoir qui réellement est derrière cet état de choses. Mais c'est quelque chose à déplorer, Christopher Ochokoum, parce qu'un mort de plus, c'est des trop en République démocratique du Congo. Nous en avons autant et nous avons souffert. Et nous n'allons pas accepter qu'aujourd'hui, le paisible citoyen s'est rendu au meeting. À la fin du meeting... Par obligation, il faut le dire. Effectivement, par obligation. On a tiré sur eux. Ils sont morts. Ça ne peut pas continuer comme ça. La vie est chère. Au nom de la cherté de la vie, au nom de la sacralité de la vie, certaines choses ne peuvent pas être tolérées. Il faut que les choses soient prises au sérieux pour que cessent certainement ces massacres. Vous avez sans doute suivi le message justement de Martin Fayulu à ce sujet. Il y a quelques heures, 2-3 heures, il a appelé Corneille Nangaa à déposer les armes, Joseph Kabila à se souvenir de tout ce que le pays lui a donné et à Félix Tshisekedi de faire confiance aux évêques dans leur démarche de la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Est-ce que vous le voyez déjà comme futur Premier ministre? Bon, le problème, le voir comme futur Premier ministre, tout dépend. En politique, on ne dit jamais jamais. Parce que la politique, c'est un monde de beaucoup de surprises.
les gens qui étaient beaucoup plus réfractaires hier, aujourd'hui, ils peuvent être fragiles et puis accepter certaines offres. Mais on a senti un discours de Martin Fayulu un tout petit peu conciliant. Par rapport à d'autres discours. Un des plus conciliants, voilà. Depuis le début. Voilà, depuis le radical, les durs de dur. Donc c'est un homme qui était beaucoup plus radical. Mais par rapport à ses discours, on a senti qu'il était beaucoup plus conciliant. Il a appelé presque tous les acteurs politiques qui sont impliqués à pouvoir mettre un peu de l'eau dans leur vin afin d'arriver à un processus tout à fait apaisé. Il a appelé certainement à Kone Nangaa de pouvoir faire taire les armes. Et là, je me souviens de l'appel de Guterres qui a dit il faut faire cesser les armes, faisant certainement référence à la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, même Joseph Kabila Kabange l'a dit lors de sa dernière tribune, la crise du Congo n'a pas besoin d'une solution militaire, plus que militaire. C'est-à-dire que pour dire, nous n'allons pas seulement nous limiter au niveau de l'option militaire. Après, il faut aller au-delà. Vous le dites comme ça, il y a des personnes qui ont compris ça aussi d'une autre manière. Non, vous savez, c'était un discours qui était écrit en anglais. Et lorsque c'était écrit en anglais, l'interprétation a posé des sérieux problèmes. D'où il fallait certainement remettre ça dans le contexte. Pour dire la République démocratique du Congo telle qu'elle est là, vous n'avez pas besoin de pouvoir armer l'Est de la RDC, sur-militariser comme c'était le cas au niveau des Goma. Mais il y a beaucoup plus de moyens pacifiques de pouvoir trouver la solution par rapport à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'où le dialogue s'avère très important. Et voilà pourquoi même Martin Fayulu l'a dit dans son discours, il a appelé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire confiance aux évêques. Mais parce qu'actuellement, nous sommes en train de voir un peu cette méfiance. On ne fait plus confiance aux évêques. Les évêques, c'est sur eux qu'on jette les anathèmes. On arrache les passeports. Voilà, on les arrache les passeports. C'est eux qui sont beaucoup plus vilipendés à tout moment, alors que c'est pas ça qui devra certainement nous aider à pouvoir aller dans le sens de réconciliation et d'entente. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, on n'a pas besoin des armes. Martin Fayulu, oui. Adolphe Muzito, oui. Mais il y a certains opposants qui ont dit Fayulu, non. Je ne dirais pas non. C'est bon, c'est un oui implicite. Oui. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Je ne dirais pas oui parce que j'ai suivi dernièrement ces lieutenants qui ont été beaucoup plus intransigeants. Mais ça reste lui le patron. C'est lui qui avait dit, vous partez pas aux élections, vous déposez pas vos candidatures. Ils n'ont pas déposé. Pour Prince Epenge, pour Martin Fayulu, avant qu'il y ait la formation d'un gouvernement d'union nationale, il faut d'abord qu'il y ait un dialogue. Un dialogue des évêques. C'est ça, les conditions. Vous n'allez pas appeler les gens à aller au dialogue comme ça, plutôt aller au gouvernement d'union nationale comme ça, sans au préalable le dialogue. Sur base de quoi ils vont aller là, au niveau du gouvernement? C'est ça le problème. C'est à l'issue du dialogue qu'il y aura certainement la formation du gouvernement. Là, c'est à leur entendement. Mais, vous savez, la classe politique a toujours été plurielle. On a vu Adolphe Muzito, qui a pris beaucoup plus déjà les devants, avant tout le monde, pour dire, lui, il est prêt pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Alors, il a déjà tendu sa main, il est d'accord. Voilà. Sesanga dit non, par la voix de M. Ramazani, que vous recevez d'ailleurs souvent ici. Katumbi, par la voix de son porte-parole aussi, Olivier Kamitatou, se dit pas prêt à endosser l'échec de Félix Tshisekedi, selon sa démarche. Le FCC, disons PPRD, qui est en train de se redynamiser de son côté, non plus, n'est pas prêt à tendre la main à Félix Tshisekedi en ce moment. Et l'autre surprise que beaucoup croyaient, bon, je ne sais pas si on doit considérer ça comme une surprise ou on s'y attendait un peu, c'est Jean-Marc Kabound qui dit qu'il y a un point de non-retour. D'où il ne peut pas négocier avec Félix Tshisekedi et il dément formellement le fait qu'il ait bénéficié d'une grâce ou quoi que ce soit. Il est sorti parce qu'il était interpellé illégalement. Effectivement, d'abord,
Je prends le cas de Jean-Marc Akabound. J'ai reçu un de ses lieutenants sur un de mes plateaux. Il a dit Jean-Marc Akabound n'a bénéficié ni d'une grâce présidentielle, ni d'une liberté conditionnelle. C'est d'une libération conditionnelle. C'est que, puisqu'il a été biaisé dans sa détention, il a juste demandé qu'il y ait la révision de son procès. Que la Cour de cassation puisse revoir son procès, parce qu'aujourd'hui... Et tout a été effacé de son casier judiciaire? Non, ça dit que c'est en cours. C'est Okay. en cours, donc d'ici là, il sera encore convoqué ou appelé au niveau de la Cour de cassation, et cette fois-là, pour maintenant se prononcer par rapport à la révision de son procès. Parce que si aujourd'hui, il parvenait à bénéficier d'une grâce présidentielle, Christopher Ochokoum, ça ne va pas effacer certainement ses peines. Donc il sera... toujours condamné, il aura un peu les peines qui vont commencer à peser sur lui et ça risque certainement de peser sur sa carrière politique. Alors, d'où il demande beaucoup plus la révision, certainement, de son procès. Une fois que son procès sera révisé, et là, il pourra entrevoir d'autres mécanismes pour continuer avec le parti qu'il a créé, Alliance pour le changement. Et déjà, on est en train de voir la redynamisation de ce parti qui se veut beaucoup plus grand pendant cette période parce qu'il veut aussi beaucoup plus s'affirmer. J'ai vu un spot ici à Télé 50, on appelle à l'adhésion. Comme étant un grand parti parmi des grands leaders. Hein. Aujourd'hui, si on parle de Jean-Marc Akabound, on veut aussi le mettre au même diapason que les autres Katumbi, Fayoulou et aussi Sessanga. Pourquoi pas? Ce sera intéressant de voir ce que l'avenir va nous donner d'ici quelques jours. En tout cas, on est très pressé de voir comment ça va se passer, mais surtout très pressé que la paix revienne, Jean-David Kilolo. Ça, c'est le plus important. Le souhait de tout Congolais, c'est que la paix revienne. En attendant la paix, ce que je voulais introduire, c'est cette mobilisation qu'on est en train de voir. Hein. On suit dans le journal télévisé, notamment, la mobilisation pour l'effort de guerre. On a vu la ministre des Affaires sociales, par exemple, Nathalie Aziza-Mounana, s'organiser. On a vu le ministère des Finances aussi appelé. Est-ce qu'il y a une cohésion dans l'action ou c'est chacun de son côté? En fait, il y a ceci. L'effort de guerre, on sait tous très bien que le ministère de la Solidarité nationale, c'est lui qui est censé à pouvoir... Excusez. Vous avez ce chat dans la gorge depuis quelques minutes. Pour quelques minutes avant qu'on termine. Alors, c'est ce ministère qui doit certainement percevoir toutes les collectes de fonds, de biens en nature tout comme en espèces. Et on a vu, le premier à s'élancer, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et ces ministères, on a vu qu'il y a eu des étudiantes qui ont confectionné leurs habits. En confectionnant les habits pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les déplacés dans l'Est de la RDC. Et l'occasion a été donnée à la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza-Mounana, d'appeler tous les acteurs, tous les ministères à pouvoir s'y ranger et aller vite déposer. Parce que c'est elle qui a certainement cette capacité ou cette... responsabilité de pouvoir collecter. Et en plus de cela, aujourd'hui, au niveau de l'hôtel du fleuve, il y a eu le plan des réponses humanitaires 2025. Tout ça, c'est pour donner une piste de solution à la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation est bien totale en ce moment pour pouvoir apporter de l'aide, hein, en tout cas à ces personnes qui souffrent. On a vu, j'ai suivi dans le journal de Gaëtan Kouba-Bouranzi, que bon nombre, alors un bon million d'enfants ne vont pas à l'école. Je disais encore Céline Banza sur Twitter dire que c'est pratiquement le triple de la population de Luxembourg, un pays comme le Luxembourg, dont d'ailleurs le représentant a freiné les sanctions contre le Rwanda, qui est en train de manquer l'école en ce moment. C'est quelque chose de terrible. Voilà, c'est terrible parce que vous savez, les enfants constituent l'avenir de demain. Et si aujourd'hui ces enfants ne vont pas à l'école, sachez qu'on est en train d'hypothéquer leur avenir. D'où il faut certainement que les choses aillent vite. Et c'est par là, pour nous, l'occasion de dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. On attendait beaucoup plus des sanctions plus sévères contre le Rwanda.
Mais fort malheureusement, Christopher Ochokoum, rien n'a été fait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est en train de voir des communiqués de la SADC et de l'EAC. Ces communiqués qui demandent à ce que, dans les jours à venir, qu'ils puissent déployer une force mixte qui devra protéger toutes les zones occupées par les M23. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est une hypocrisie. On attendait à ce qu'il y ait des sanctions de la part du Conseil des Nations Unies, qu'il y ait des sanctions de la part de l'Union européenne contre le Rwanda, parce que ce que fait le Rwanda sur les sols congolais, c'est la violation de l'intégrité territoriale. Et lorsque vous violez l'intégrité territoriale, il y a des sanctions qui s'en suivent. Pourquoi aujourd'hui le Rwanda n'arrive pas à être sanctionné? Point d'interrogation. Malgré tous les lobbies menés par la République démocratique du Congo, malgré toutes les pressions diplomatiques, mais jusque-là, on continue beaucoup plus à attendre ces sanctions qui tardent encore à venir. Très bien, Jean-David Kilolo, merci beaucoup pour votre intervention. Vous l'avez suivi et vous aurez davantage de détails lors de la grande édition du journal d'Arlette Boutella qui va commencer d'ici quelques minutes. Nous aurons également avec Jean-David Kilolo qui aura une gorge en meilleure santé demain matin, un grand décryptage au sujet de toutes ces actualités de la semaine. Vous savez, ça a été une semaine fournie, une semaine qui a fait parler pratiquement tous les acteurs politiques du pays, de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi jusqu'à Martin Fayulu aujourd'hui. Donc on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.